En tout cas, il était particulièrement Salut ému à heureux l'arrivée de ce pour ceux Grand qui Prix, nous George Russell, rejoignent d'avoir à nouveau. pu offrir à cette écurie les points qu'elle méritait, parce qu'ils se battent depuis très longtemps maintenant pour revenir dans cette Tac, zone on met des ça en points. place. On ne doute pas évidemment que même s'il quittera Williams à la fin de la saison, George Russell le fera avec le cœur un petit peu lourd, parce que c'est une écurie qui lui aura permis de faire ses débuts en tant que titulaire en Formule 1 et à qui il avait vraiment envie de réussir à offrir ses points. Donc il y a une belle histoire qui s'est écrite lors du dernier Grand Prix en Hongrie, qui se terminera à la fin de la saison, puisque George Russell rejoindra l'écurie Mercedes à la place de Valtteri Bottas. C'est pas encore officiel, mais Ouais, peut pas vous encore l'affirmer officiel hein, effectivement quand sur même. Hein. les antennes de Précisons-le. Canal, alors que les pilotes se préparent à moins de 10 minutes Les infos de Canal. cette deuxième séance d'essai libre. Justement, Russell, Bottas, ils savent de quoi sera fait leur avenir, mais ils doivent un petit peu jouer encore le championnat du monde de la langue de bois. France, comme je vous propose d'écouter justement le Britannique et le Finlandais quand on leur demande où ils seront en 2022. From my side, personally, there's no rush, and one way or another, I'll be in a Formula One car, whether it's blue, whether it's silver, I don't know. But one way, I'm lucky that both ways are very good opportunities, because I really believe Williams is on the up. So, like I said, one way or another, there's no best or worst case scenario. I'm in a good position. I don't have any news to share to you, and I can't really say much more. But you know, eventually, you know, things always will always find out what's going to happen sooner or later. Sometimes it's sooner, sometimes it's later, and that's life. Lui, il sait de quoi son avenir sera fait. Il est là, Esteban Ocon, dans son garage, prêt à monter d'ici quelques instants dans son Alpine. Il a un contrat. Pas vraiment prêt. Il va attendre un petit peu, je pense. En tout cas, voilà, il est en combinaison, il a les bottines, et puis quand il aura le top de ses ingénieurs, il partira en piste. Il a signé un contrat de 3 ans dans l'écurie alpine. On a 2 Français, on en aura peut-être 3 dans le futur. D'abord, une petite blague, un petit clin d'œil à nos amis de la MotoGP. C'est Fabio Quartararo, le Français leader du championnat, qui cette semaine, comme il dispute le Grand Prix en Grande-Bretagne, à Silverstone, est allé dans l'usine Mercedes et a testé le simulateur F1. Ah oui, il a testé le simulateur F1, c'est pas le premier, hein. On avait déjà vu un pilote italien dans une écurie rouge, la Ferrari, qui avait déjà fait des essais en Et test de gros gens chez Mercedes, on est où? On sait pas en fait. Je crois aussi qu'il est un vrai passionné de Ça c'est un mystère. Hein. Bien sûr, la moto On devait avoir des nouvelles pendant l'été, on sait pas. À chaque fois qu'il peut être présent, il est présent. Il discute énormément avec les pilotes. Il manque jamais une occasion de monter dans la voiture avec un des pilotes. Donc je crois que voilà, le simulateur, c'est une première étape peut-être. Et on va écouter justement Fabio Quartararo pour nous détailler cette journée. Puis vous, Franck, vous allez en profiter pour quitter la voie des stands et rejoindre Julien Febvre pour les commentaires de cette séance. On écoute donc Fabio Quartararo. J'ai mis pas mal de temps à réaliser la stabilité d'une Formule 1, surtout que j'ai conduit sur ce circuit à Silverstone, donc c'était incroyable de voir voilà, vraiment comment peut se comporter une Formule 1, même si c'était qu'un simulateur, mais voilà, je me suis vraiment amusé, c'était exceptionnel. Maintenant on va essayer d'aller chercher le prochain step, d'essayer vraiment la vraie voiture. Ça fait déjà plus d'1 an que je pousse pour l'essayer, et je pense que c'était on va dire le premier step pour voir si je savais déjà un petit peu conduire, mais ça va, ça s'est bien passé. Et je suis à l'attente de cette réponse. Bon, Fabio Quartararo ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine, mais il y aura peut-être un 3e Français. Il s'agit de Théo Pourchère, le jeune pilote du sud de la France qui a eu 18 ans il y a quelques jours. Il a eu son bac, il va bientôt passer son permis. Il a gagné cette année en Formule 2 à Monaco. Et juste après le Grand Prix de Budapest, il a effectué une journée d'essai avec l'Alfa Romeo d'il y a 2 saisons sur le circuit de Budapest en Hongrie. Il a réalisé des bons temps, et donc Théo Pourchère pourrait peut-être l'année prochaine aller chez Alfa Romeo avec Valtteri Bottas. Un débutera peut-être sa carrière, un autre passe un moment important. Manon David, c'est Daniel Ricciardo ce week-end. Oui, Daniel Ricciardo va rentrer dans le club très fermé des 200. Ce club des 200, c'est les pilotes de Et nouvelle là, on n'a jamais vu. 200 Grands Prix. Ils Manon étaient David. 20 pour le moment
parmi eux un seul Français, Jean Alesi, puisque Alain Prost s'est arrêté à 199. Alors, Daniel Ricciardo, son premier Grand Prix, c'était il y a 10 ans, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il roulait alors avec HRT. L'Australien a connu 5 écuries différentes pour le moment, mais c'est avec Red Bull qu'il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Avec Red Bull, il a participé à 100 Grands Prix exactement pour 7 victoires. Au bout, la dernière en date, c'était Monaco en 2018. On se rappelle de ce plongeon dans la piscine. Alors ce week-end à Spa, McLaren n'a pas encore vraiment célébré ce chiffre rond, juste une petite photo d'équipe hier, mais ils espèrent surtout un bon résultat pour rendre ce week-end encore plus historique. Alors vous allez l'entendre, Daniel Ricciardo, il est difficile pour lui de faire un choix entre ces 200 Grands Prix, même si la première victoire reste forcément très marquante. It makes me, I guess, proud, you know, to have been here for the 200 and to have, you know, to still be enjoying it and to still have that drive, you know, that the competitive drive in me to keep wanting to do this and wanting to do it well. So that makes me happy. And there's a lot of memories. Like the first victory is one which I think is hard to say no, you know, to that being the best one. You know, it's a vivid memory in my head, and yeah, June the 8th, 2014. It's a day that I'll never forget. Alors le 200e Grand Prix de Daniel Ricciardo, aujourd'hui l'anniversaire de Mark Webber, autre Australien qui a un petit peu marqué l'histoire de la Formule 1, il a 45 ans aujourd'hui et le futur de l'Australie en Formule 1 c'est peut-être Jack Doohan, le fils de Mike Doohan, l'ancien champion de moto qui a réalisé tout à l'heure la pole position, vous l'avez peut-être vu sur nos antennes, la pole position en Formule 3, le meilleur français Victor Martins est deuxième sur cette grille de départ, c'était une séance de qualification disputée sur une piste absolument détrempé. Là, il ne pleut plus sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais Julien Febvre, ce ne devrait pas être complètement sec pour le début de cette deuxième séance d'essai libre que vous allez donc commenter avec Franck Montagny. Il est en chemin, Franck, hein, Julien. Vous inquiétez pas, Franck va arriver à vos côtés d'ici quelques minutes. Accélère, Franck, nous t'attendons. Alors Laurent, vous faites les anniversaires. Vous avez commencé par Mark Webber, puisque je sais que c'est votre idole, mais vous en oubliez presque les autres anniversaires du jour. N'oublions pas de saluer Sergei Sirotkin, ex-pilote de Formule 1, 26 ans aujourd'hui, Mark Webber, 45 ans, Gerhard Berger, 62 ans aujourd'hui, bon anniversaire à Gerhard Berger, et puis le pilote commissaire de ce Grand Prix de Belgique 2021, Derek Warwick, qui donc officie ce week-end dans le bureau des commissaires et qui célèbre aujourd'hui ses 67 ans. On attendra demain, samedi 28 août, pour célébrer et fêter à Valtteri Bottas son anniversaire, ses 32 ans. Tiens, pourquoi ne pas lui offrir une Alfa Romeo pour son anniversaire? Je dis ça comme ça. La séance de qualification, ce sera demain après-midi et elle sera peut-être belle pour lui, Valtteri Bottas, quoi qu'il en soit, il devra subir une pénalité de 5 places sur la grille de départ de ce Grand Prix, tout comme Lance Stroll. Ça facilitera peut-être la tâche des pilotes Red Bull sur cette grille de départ. La séance de qualification demain après-midi, la deuxième séance de d'essai libre à vivre maintenant sur l'antenne de Canal+ Sport, avec donc la préparation de la voiture de Checo Pérez. Il sera toujours au volant de la Red Bull l'an prochain aux côtés de Max Verstappen. Changement chez Mercedes à venir l'an prochain, non pas de ce côté du garage, pas d'inquiétude pour Lewis Hamilton qui poursuit son aventure avec Mercedes, mais de l'autre côté de ce garage, c'est bien George Russell qui prendra place dans la monoplace noire aux côtés de Lewis Hamilton, à la place donc de Valtteri Bottas. Les changements ne concerneront pas AlphaTauri l'an prochain, puisque Pierre Gasly et Yuki Tsunoda seront logiquement confirmés dans leur position dans l'écurie. Et Marco promettait une annonce quasi commune des 4 pilotes pour l'an prochain. Ils viennent d'annoncer chez Red Bull la prolongation de Sergio Pérez. On devrait donc logiquement plus attendre trop longtemps pour apprendre la confirmation côté AlphaTauri des 2 pilotes qui sont donc Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Ça s'est pas extrêmement bien passé ce matin pour Yuki Tsunoda. Beaucoup mieux pour Pierre Gasly qui a signé le 3e temps, là où son coéquipier japonais prenait la 15e position sur cette première séance d'essai libre. La deuxième alors la piste est humide encore. Hein. Avec un Valtteri Bottas qui va le premier prendre la piste et effectuer une procédure en intermédiaire, ils sont utilisée. Intermédiaire.
La procédure de départ avec forcément un petit peu de patinage sur cette piste qui a été détrempée pendant la séance de qualification F3. Puis le soleil a réussi à percer quelques minutes au-dessus du circuit, permettant à la piste de s'assécher légèrement. Des tribunes et des pelouses quasiment pleines, bien garnies en tout cas sur le tracé de Spa-Francorchamps. Salut, c'est moi. Et une trajectoire qui s'est bien Ce pseudo d'ailleurs. Si Salut Abdel, heureux. Oui, reste confirmé effectivement. C'est faible pour l'instant. C'est en tout cas Valtteri Bottas qui choisit d'ouvrir le bal dans cette séance. Ça va Franck? Ça va bien et vous Julien? Ce petit chemin. C'est pas une surprise. Allez oui, puis c'est vallonné ici. Voilà, c'est ça. On est complètement de l'autre côté de la pit lane. On traverse la piste, on passe par un petit tunnel, on remonte toute une côte. Et voilà, on arrive avec vous dans la cabine. Vous n'oublierez pas donc demain de fêter l'anniversaire de Valtteri Bottas. Nous en parlions juste avant que vous arriviez. Un petit gâteau. Un gâteau ou un cadeau? Un gâteau. Un gâteau. Moi j'ai proposé de lui offrir une petite Alfa Romeo. Ouais, parce que vous embêtez pas avec la petite, il y a la grande l'année prochaine. Allez, j'aime quand vous amenez les choses de cette manière subtile. La subtilité fait partie de mon don. Tout à fait, absolument. De votre talent, Franck. Lando Norris, lui aussi, ne prend pas de risque et ça effectue son premier tour. Pas beaucoup, hein. Bottas va peut-être nous le confirmer. Let us know how dry it is out there. Copy that. So box. Cette partie est complètement sèche, l'attaque du T2 est complètement sec. Si on vous roulez avec des inters à ce moment-là, vous allez complètement déchirer les pneumatiques. C'est vraiment la chose à pas faire parce que des 7, on va en avoir besoin après pendant la longueur du week-end. Enfin, il était censé pleuvoir cet après-midi aussi, donc c'est un petit peu délicat. Mais il faut impérativement rouler pour apprendre des choses. Si c'est rouler pour rouler, ça ne sert absolument à rien. Les pilotes ont fait du simulateur, ils connaissent le circuit par cœur. Donc très sincèrement. Couple of wet patches, but definitely slicks at the moment. Ouais. Yeah, I just destroy the inters like this, so definitely slicks. Ouais, il faut passer des pneus slicks. Alors c'est pas surprenant de voir Lando Norris prendre la piste avec des intermédiaires parce qu'il était le seul ce matin sur la FP1 à ne pas les avoir testés et à ne pas être sorti en piste avec. Donc pour pouvoir valider un prochain train pour le reste du week-end, il fallait qu'il fasse au moins un tour, soit en FP1, soit en FP2. Il le fait en FP2, mais il vient de le dire à la radio, hormis quelques petites zones humides, c'est sec, donc il faut absolument rentrer, sinon on va détruire ses pneus. Pas trop d'appui. Il va doucement dans les courbes, on essaie de ralentir un maximum lorsqu'on doit mettre un peu d'angle au volant. Ouais, c'est encore un petit peu mouillé, mais c'est vrai que le pneu va chauffer très vite quand c'est comme ça. Vous savez que ces pneus-là en fait sont dessinés, il y a des creux dedans. Donc lorsqu'on fait des creux complètement avec, lorsque c'est un pneu cuit, vous savez que c'est une sorte de petit cube qui est sur le dessus. Il y a la gomme bouge beaucoup plus lorsqu'elle est appuyée, et lorsqu'elle bouge, elle génère beaucoup de température. Et à ce moment-là, en fait, lorsqu'on passe le pic maximum du pneu, on brûle le pneu tout simplement. Retour sage au stand de Lando Norris. Sans toucher le mur. Le mur, c'est Kimi Raikkonen qui s'est occupé de le signer. Petite dédicace. Allez, c'est pour moi Spa. Avant de quitter la Formule 1, à Spa, je laisse mon empreinte. Il a largement laissé son empreinte ici, Kimi Raikkonen, victorieux à 4 reprises de ce Grand Prix de Belgique, 2004, 2005, 2007 et 2009. Ça pose un bonhomme quand même. Ouais, groupé en plus. Hein. C'est un très beau circuit, c'est un circuit mythique. Donc quand on gagne sur ce genre de circuit, forcément, c'est une autre saveur. C'est un petit peu comme Suzuka. C'est des circuits où on a tous envie de gagner, tous envie de rouler. Gasly, certainement prévenu en amont du fait qu'il ne rejoindrait pas immédiatement Red Bull. Et que c'est pas une mauvaise chose. Sa mission, oui, c'est ce que j'allais vous demander, Franck. Finalement, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Là, pour l'instant, Red Bull est tellement concentré sur Verstappen. Là, j'ai pas vu une seule fois les deux voitures rouler dans les mêmes configurations entre Perez et Verstappen. Ce qui veut dire que, imaginons que Gasly aille dans la voiture l'année prochaine, ce qui n'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, ça aurait été compliqué pour lui parce que là, il est vraiment sur une pente parfaite. Ça va très très bien pour lui. C'est de mieux en mieux, jour après jour, week-end après week-end. Il a une image magnifique dans le paddock. Donc s'il allait chez Red Bull derrière, on attendrait énormément de lui. Il est capable de pensez au pouce bleu évidemment. Donc il doit gagner toutes les courses. En tous les cas, être capable de gagner toutes les courses. Si vous n'avez pas le même matériel que votre coéquipier, forcément les gens à l'extérieur vont commencer à parler, un petit peu comme Ricardo en fait. Oui, on va commencer à avoir un peu le moral, on va commencer à avoir des doutes. Et puis dire la vérité, chez Red Bull, c'est pas possible. Donc ça serait une condition un petit peu compliquée. Il fait chez AlphaTauri, il est pas en F1 pour longtemps, donc pour l'instant tout va bien. Il va falloir qu'il patiente encore un petit peu. Et puis des opportunités vont arriver. Il a encore 2 ans de contrat avec Red Bull, donc Red Bull peut
appliquer sur lui la stratégie qu'elle désire, le placer ou chez Red Bull ou chez Alpha Tauri ou même ailleurs. Vous voyez Albon qui a été envoyé en DTM, ça n'est pas péjoratif, mais évidemment il espérait rester en Formule 1. Donc aujourd'hui, il reste à Pierre Gasly 2022 et 2023, en espérant que dans cet intervalle, il ait cette possibilité de piloter une voiture capable de gagner des grands prix à la régulière. Et après, ça nous fera un équipage 100% français chez Alpine. Pour l'instant, chez Alpine, c'est la stabilité du duo Ocon et qui marche très bien, qui va fonctionner, et on le souhaite. Les deux se sont très bien entendus. C'est étonnant de la part de Fernando Alonso, en connaissant Fernando Alonso, et puis en fait ça s'est très bien passé. Esteban a été très malin, très intelligent de la façon dont il a travaillé avec lui. Ça c'est une très bonne chose. Et je crois que Fernando a changé un petit peu aussi d'attitude par rapport à la façon dont il avait quitté la Formule 1. Et les deux font que ça fonctionne très très bien. La voiture évolue bien, ça va dans le bon sens. Toute l'équipe est satisfaite de ce duo-là, et ça c'est très positif. Tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de personnes importantes de l'écurie alpine reconnaissent que l'arrivée, le retour de Fernando Alonso avait semé quelques craintes ou quelques inquiétudes quant à son comportement, quant à la manière de vampiriser un peu l'équipe. Il s'est avéré que Fernando Alonso, en tout cas jusqu'ici, avait une approche totalement différente, bien plus ouverte, bien plus partageur, et que ça avait aidé l'atmosphère du team et l'efficacité du team grandement. Je crois que la F1 il a énormément manqué. Là, c'est parti de la Formule 1. C'est vrai que quand on parle de la Formule 1, on est deux fois champion du monde, on peut se dire, tout va bien. Je vais aller goûter un peu à l'IndyCar, je vais goûter un peu au Mans, je vais goûter. Mais c'est manger, il avait goûté à quelque chose de succulent. Même si le reste est quand même très bon, ça reste que du très bon à côté du succulent, et vous avez envie d'y revenir. Et à ce moment-là, pour y revenir, la façon dont il a quitté la F1, il est bien entouré, Fernando Alonso. C'est quelqu'un de très intelligent, donc je pense qu'il a bien compris en fait que c'était pas du tout l'attitude à avoir. Et il a fait pour revenir, et la façon dont il devait revenir, il a impliqué forcément un changement personnel et une remise en question, chose qu'il a très bien faite. Ouais, bien géré, et ça fonctionne d'autant mieux dans cette équipe qu'aujourd'hui ils n'ont pas une excellente voiture, loin de là, ils le reconnaissent eux-mêmes, ça n'est pas une voiture vraiment réussie, et qu'on attend avec beaucoup plus d'ambition, d'espoir, la place 2022, alors comme toutes les écuries bien sûr. Ça c'est génial, mais on s'attend à 2022, on s'attend à ce que tout le monde espère, tout le monde va nourrir des espoirs jusqu'au premier Grand Prix 2022. Et puis ensuite, oui, bien sûr. Et ça se passera sur Canal+, les amis. La saison 2021, bien sûr, jusqu'à son terme. Il reste à ce jour 12 Grands Prix à disputer. On attend peut-être une légère révision du calendrier dans les jours et semaines à venir. Et bien sûr, en 2022, l'intégralité de la Formule 1 vous sera proposée sur les antennes de Canal+, et de MyCanal. Et on s'en réjouit d'avance de vivre cette révolution technologique des Formule 1. 1983, l'introduction des fonds plats sur les monoplaces, les jupes et l'effet de sol disparaissaient en grande partie à cette époque. Eh bien, cet effet de sol, cet effet d'aspiration des voitures par le sol, reviendra à compter de l'an prochain, et Fernando Alonso fera partie de cette nouvelle aventure chez Alpine. On aura droit à des voitures moches aussi. Alors, bim, voilà. Enfin, moi, je ne suis pas de Cali. Hein, on va clipper ça. On l'a vu, cette monoplace, cette maquette à Silverstone. Honnêtement, je pense que les couleurs de présentation l'ont pas mise en valeur. Oui, je suis d'accord, mais quand même. Alain, un look différent. Franchement, on s'y fera. Le halo, les gens ont hurlé en disant que ça défigurait les monoplaces. Aujourd'hui, plus personne ne fait vraiment attention. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je pense que c'est climatique. Et encore une fois, si ça apporte ce que ça vend du spectacle, c'est génial si on arrive à l'oublier. Mais bien sûr, on oubliera vite le look. Voilà, revenons à la Formule Ford. You can tell Daniel it's a little bit wet. Entry to turn 1 braking and entry to turn 5 braking. Every other steps is okay. Il est gentil ce Lando Norris. Bien, il a dit à son ingénieur de prévenir Daniel Ricciardo qu'au virage 1, donc l'épingle de la source, et au virage numéro 5, le freinage des combes au bout de la longue ligne droite, eh bien c'est un peu humide sur les freinages. Il est très voyant.
changé son différentiel. Vous avez vu sur le bouton, on est passé en mid, je ne sais pas quel numéro, mais on l'a bien vu sur l'écran. Le contrôle, le différentiel, je vous rappelle, ça permet en fait de donner un petit peu plus de train avant, un petit peu plus de train arrière, suivant si on ferme ou si on ouvre. C'est une petite astuce pour les pilotes pour générer un peu plus de grip là où on veut. Justement en temps réel, alors que l'on suit George Russell à haute vitesse à quasiment plus de 300 km/h maintenant, on va retrouver Manon David dans le paddock de Spa-Francorchamps avec un invité de marque et à domicile. C'est Thierry Neuville qui est en votre compagnie, Manon, le récent vainqueur du rallye d'Ypres. Oui, on est avec Thierry Neuville. Il y a beaucoup de sport mécanique en ce moment en Belgique. Thierry, qu'est-ce que vous aimez en Formule 1? Vous venez chaque année ici à Spa? C'est quasi devenu un rituel pour moi. Je suis venu ces dernières années chaque année pour venir supporter aussi à l'époque déjà Stoffel Van Dorn. On avait Jérôme D'Ambrosio à l'époque aussi. Et depuis là, je viens chaque année, notamment aussi pour rencontrer les VIP qui sont dans les loges RACB. L'RACB, la fédération belge qui m'a soutenu depuis mes débuts. Donc voilà, je passe un bon moment et je vais voir un petit peu ce qui se passe. C'est l'unique occasion pour moi de venir voir un Grand Prix F1. De temps en temps, j'ai la chance d'aller à Monaco aussi, mais ces dernières années, voilà, j'apprécie énormément de venir à Spa. Normalement le samedi, mais c'était pas possible cette année, donc je profite aujourd'hui. Et là, vous partiez vous positionner en haut du Raidillon, c'est ça? Oui, on va aller voir un petit peu avec des amis. Justement, voir passer les Formule 1, c'est toujours impressionnant d'aller voir les voitures dans l'eau rouge, le Raidillon, parce que je pense que c'est un des virages le plus spectaculaire au monde, notamment avec une avant, donc de l'extérieur, c'est très impressionnant. Et il y a un pilote avec lequel vous êtes le plus proche ou un pilote que vous supportez ce week-end? Ouais, écoutez, je connais pas mal de pilotes, personnellement, que je croise de temps en temps. Maintenant, voilà, je suis un grand supporter de Max Verstappen quand même, donc je trouve que là, le panache, il y va et il donne beaucoup de show à la F1 et c'est ça qui est bien. Et puis encore cette année, on lutte pour le titre, donc je croise les doigts pour lui. Et puis c'est un voisin en plus pour vous, oui, Verstappen. Tout à fait, c'est un voisin, mais c'est vrai que voilà, on voyage tous les deux beaucoup, donc on se croise pas tellement souvent, mais de temps en temps ça arrive. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite le meilleur en rallye, vous sortez d'une victoire. Merci. Au revoir. Merci Manon David et merci à Thierry Neuville sur ce paddock de Belgique. Bah oui, première victoire cette saison pour lui au rallye d'Ypres en Belgique, bien sûr. Il revient à égalité de points au championnat avec Elfyn Evans, deuxième et troisième, le Britannique et le Belge Sébastien Ogier, toujours leader, le championnat du monde des rallyes. Vous le suivez, vous le vivez sur les antennes de Canal+. Prochain rendez-vous, ce sera l'Acropolis, le rallye de Grèce, dans un peu moins de 15 jours sur les antennes de Canal. On va regarder les roues avant. S'il plie autant qu'avec la Mercedes. Il n'y a pas de sponsor pour nous faire la marque, mais on verra quand même. Allez, vous voyez, on observait ce matin la flexibilité des flaps de l'aileron avant. Alors on peut le voir avec la petite ligne noire qui est sur le haut, du bas de votre écran, pardon, à gauche. Tout à gauche. Avec 300 km/h, ils sont atteints, là c'est sûr. Ben voilà. On n'aura pas le freinage. Vous voulez le freinage? On voulait comparer. C'était assez flagrant. Sur ce matin, c'était assez incroyable sur la Mercedes, la façon dont ça pliait. Allez, l'accélération sur la ligne, en direction de la ligne et de la cellule de chronométrage pour Charles Leclerc qui l'a franchi avec 11 millièmes de retard sur le temps de Lando Norris, 47-1. Bon, on voit c'est encore assez humide, il ne faut pas sortir de la trajectoire, c'est-à-dire que le goudron reste assez frais. Ça va forcément amener un peu de graining à un moment donné, il va falloir y faire attention. Mais cet après-midi, c'est le seul moment où on peut rouler pour vraiment faire les comparaisons sur les différents pneus et sur les différents runs, et chansons. Donc c'est important de prendre la piste, d'essayer en tous les cas, d'avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la dégradation climatique. Ça freine tard quand même ici. Ça arrive vite, ça freine tard, sachant que c'est un virage vraiment à 90 degrés. DRS activé sur la ligne de départ-arrivée. Il y a deux zones de DRS sur ce circuit. Cette courte ligne droite de la grille et ensuite dans cette ligne droite de Kemmel à drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est Norris qui a tapé au combe, en tout cas qui a un problème au combe. Il est à petite vitesse, donc la voiture n'est pas arrêtée. Petite arrivée à Lando Norris.
il est dans la descente après Valmeli, ouais. Il a dû faire peut-être un petit tout droit au freinage des comptes tout simplement. Voyons ici Pierre Gasly, ce serait Pierre Gasly alors qui aurait connu un problème? Ah oui, c'est Pierre. Oula, où va-t-il? Ouais, c'est loin là. Il allait repérer. C'est mieux que de traverser l'herbe. Ah, le temps de Sainz, les 4 roues au-delà de... c'est loin, hein. Ouais, le 47.3 le 47.3 de Sainz est annulé, à oublier. Ça l'aurait placé 7ème à cet instant de la séance. Latifi P1. Avec la Williams, c'est toujours plaisant. C'est pas désagréable. Lui qui s'était retrouvé un temps 3ème du Grand Prix en Hongrie. Qui a fait un très beau Grand Prix en Hongrie. Très beau Grand Prix, très beau travail d'équipe. On a entendu rapidement à la radio George Russell dire qu'il était prêt à sacrifier sa course ou à faire tout ce qu'il fallait pour aider Nicolas Latifi, Niki comme il le surnomme. Pour aider l'équipe, pour marquer un maximum de points, c'est très fort de dire ça. Parce qu'il aurait pu tout simplement dans ces moments-là, George Russell, être frustré. Vous savez, on a toujours cette sensation où il sort, il essaye de corriger un petit peu dans la pit lane, il sort P1. Enfin bref, il s'en sort plutôt bien. Et puis en fait derrière, il sort sa loupe et il se retrouve derrière son coéquipier. C'est une opportunité en moins de mettre des points et d'un coup il a annoncé à l'équipe assez rapidement tout ça, donc il a fait très vite la part des choses, comme quoi il était là pour l'équipe et qu'il aussi il fallait sacrifier en termes de stratégie ou quoi que ce soit qui arrangerait les positions de Nicolas Latifi, il fallait qu'il le fasse, surtout s'il ne gêne pas et qu'il jouerait le rôle. Bel esprit. Donc ça c'est un très bel esprit. Bottas largement en avance sur les chronos de la Williams. Il est en forme, il est en forme Bottas, je l'avais dit ce matin, il est libéré. Il roulera pas dans la Mercedes l'année prochaine, forcément ça aide. Et surtout il sait où il va rouler maintenant. Ça va changer. Ça va changer, c'est un beau défi. C'est un très beau défi. Il y en a d'autres qui l'a relevé ce défi, ça n'a pas trop marché quand même. Oui, oula, ça glisse. Et Bottas qui aligne pour l'instant les 3 meilleurs secteurs pour signer ce 1:44.5. On rappelle que le meilleur temps ce matin, c'est déjà lui qui l'avait signé en 45.1, donc la piste plus rapide maintenant, bien que la pluie ait de nouveau balayé l'asphalte ici. Petit blocage de roue sur l'extérieur, sur la petite plaque d'eau. Vous voyez à gauche. Sans trop de conséquences. Hamilton, lui, aurait choisi de continuer avec Valtteri Bottas. Preuve que ce n'est pas lui qui décide. C'est Russell qui l'accompagnera chez Mercedes. Oui, mais on pourrait croire, imaginer, envisager que Hamilton est un poids important Hamilton la décision. Il a du poids, c'est sûr, mais à un moment donné, il va pas rester en F1 pendant 10 ans. Il n'aura pas le dernier mot sur le choix de son coéquipier. Duo britannique l'année prochaine. Verstappen toujours très très fort dans le deuxième secteur quand même. C'est assez impressionnant. Et c'était long, cette forme cuillère. Et qui prend 6 dixièmes à la régulière sur Bottas, c'est beaucoup. Vous savez qui l'a développé, c'était le rond arrière cuillère? Non. Vous présentez, j'espère? Non. C'est vous? Ah, c'est moi, c'est en possible. 2005. Mais moi, c'est chez Renault. C'est passé avant, vous savez. Vous avez trop l'habitude avec Jacques qui a une mémoire de dingue. Oui. Moi, ce qui s'est passé ne m'importe plus. Oui, mais c'est vous. C'est vous qui êtes responsable de ça, Franck. C'est joli. On a bien travaillé. Bravo, félicitations. Bon travail. Bon travail. Et oui, je me rappelle, en plus, c'est vrai qu'on avait ça sur les autos. Voilà. On changeait les rangs tous les week-ends. Donc, à un moment donné. Sur 7 km, 31 millième d'écart entre les deux pilotes Mercedes. Bottas, Hamilton. Non, sachant qu'il s'est loupé quand même au premier virage. Ouais. Mais il a le meilleur secteur quand même. Eh oui. Les concepts aéros qui traversent les générations de voitures et qui trouvent leur utilité sur certains circuits. Ce circuit de Spa nécessite ce type d'aileron, en tout cas dans la philosophie Red Bull globale. Ça vient avec un package complet. Bottas in P1 on a 44.5, that's an alternative engine mode for him. Ça ne fait pas réagir Verstappen d'apprendre que Bottas et Hamilton sont quasiment dans le même chrono en 44.5. Sur un mode pit de moteur, c'est ça? Si j'ai bien compris. En tout
tout cas, je doute qu'ils utilisent déjà à pleine puissance leur moteur. Verstappen est donc à 6 dixièmes de Bottas et un peu moins d'Hamilton. Sainz pour la 12e position à l'instant, alors que Pierre Gasly est 4e, juste devant Fernando Alonso. Il faut rouler, il faut nettoyer encore. Loin des conditions optimales, Pierre Gasly 4e, toujours bien présent. Tsunoda, donc il va sauter. Ah oui, le temps ne va pas tenir pour Yuki Tsunoda, les roues ont touché. On rappelle les tracks limites, regardez bien. Sur ce gauche, en fait, c'est un complètement descendre, donc c'est vrai qu'on est tendance à vouloir passer vite. Et il faut impérativement garder 2 roues à l'intérieur sur le vibreur. Le vibreur va compter dans ce virage numéro 9. Pareil pour le dernier virage du circuit. On le reverra peut-être sûrement un peu plus tard avec la safety car, mais même principe pour le dernier virage à gauche qui raccorde sur la ligne de départ arrivée, ainsi qu'au virage numéro 4, c'est-à-dire Auray-Dillon. Allez, Fernando qui a préparé son tour. Il a toujours fait un bon tour, 46 sud. 5e place. Il va bien se positionner sur ce droite ici, garder bien l'intérieur pour avoir une bonne relance, pour découper, et voilà, c'est parti, gaz. Attention ce premier freinage avec la flaque d'eau, pas bloquer la roue, ça serait très frustrant. Oh, c'est génial, joli. Ah cool, génial. Incroyable caméra dans le casque de Fernando Alonso. Alors regardez, en haut à droite sur le volant, vous voyez qu'on a le moins 0,000, ça permet au pilote de savoir s'il est plus ou moins vite que son meilleur tour. Pour l'instant, il est légèrement en avance de 0,03 dixième, donc c'est assez court. On a le temps de référence qui est en bas. On vient de changer l'embrayage, ici le torque 5, donc ça permet d'avoir une différence au niveau du changement de vitesse. Il est toujours en avance, on le voit sur son volant. Incroyable caméra dans les yeux de Fernando Alonso. Ça surveillera sur l'extérieur. On voit pas grand chose quand même quand on est pilote. Champ de vision rétréci, il faut regarder loin devant. Il faut vraiment, si vous voulez vous projeter comme Alonso, chercher le plus loin devant au fond de l'image. Ouais, essayez de pas regarder le volant, vous regardez toujours le virage qui va arriver avant. Et dès que le bitume s'ouvre, essayez de jeter les yeux à chaque fois sur votre écran le plus loin possible, à gauche au loin. Anticipez le virage suivant, Franck. Ça sera à droite. On vient de changer de différentiel, il vient de bloquer un peu le diff pour l'entrée. Entrée, milieu. Ah ouais. Essayez d'aller tout devant au niveau du goudron. Vous suivez le goudron le plus loin possible, essayez d'avoir les yeux le plus loin possible. C'est ce qui va vous permettre un petit peu d'anticiper. Les lettres que vous venez de voir s'afficher sur le volant, différentiel, réglage en entrée et en milieu. Stabilité de la voiture. Et ce chiffre, plus un dixième. Ouais. Incroyable expérience dans le casque de Fernando Alonso. Plus 3 dixièmes. Et voilà. Et on recharge. Voilà. Génial. Ah oui, super. Allez, encore. Ah oui, ça on en redemande. Ah top. Ah oui, on sait que la F1 essaye depuis un moment déjà de trouver les solutions techniques adéquates pour équiper certains casques de caméra. Le problème d'équiper le casque, c'est que ça fait du poids. En sachant que chaque grammage compte sur le casque, il y a peu de pilotes qui vont permettre, peu d'écuries en tous les cas qui vont permettre d'installer des choses en plus sur le casque parce que le poids en fait ça va faire mal au plus. Et l'homologation, et l'homologation, bien sûr, les casques ne sont pas faits pour recevoir à l'intérieur des caméras, pour garder toute la sécurité qu'ils sont supposés apporter. Mais là, on vient de vivre un moment magnifique. On espère que l'expérience sera concluante, ne gênant pas le pilote, ça c'est la base, n'ayant pas d'impact sur la sécurité et si possible nous offrir ces images le plus régulièrement possible, surtout à Spa, on est gâté. Petit cadeau de la FP2 là. Bon cadeau. Bon, Verstappen pour l'instant s'est rapproché à moins d'un dixième, ça c'est bien. Ça doit le rassurer, il était à 6 dixièmes sur sa première tentative.
les trois premiers pilotes de ce classement, à savoir les deux Mercedes et la Red Bull de Verstappen, en moins d'un dixième. Parfait. Même scénario à chaque Grand Prix, quasiment. Ces trois-là sont souvent dans le dixième, c'est assez dingue. Mais encore une fois, sur une longueur de tour aussi importante, on rappelle que Spa-Francorchamps est le tracé qui offre la plus longue distance sur un tour de la saison. C'est le plus long tracé. Quasiment le double du longueur en ring. Oui. Et 7 km, voilà, regardez la vibration des éléments au passage des vibreurs, que ce soit le capot moteur, les roues. Alors, le petit cordon là, vous voyez que le petit tube qui descend dans le cockpit de pilote, ça c'est tout simplement un souffleur, c'est de l'air comprimé qu'on envoie sur le pilote, qui lui permet de se rafraîchir, puis elle met généralement dans la combinaison, on va ouvrir un petit peu, ça permet de rafraîchir un petit peu la qualité du cockpit. Parce qu'à l'intérieur du cockpit, là où il y a tout le corps du pilote, il fait plutôt très chaud puisque l'air ne rentre pas. Ça crée une petite dépression en haut, donc l'air ne rentre pas du tout dans cette partie du cockpit et les ingénieurs font tout pour que l'air ne rentre pas parce que ça ralentit la voiture. Et puis le pilote est assis avec autour de lui plein d'éléments, des boîtiers électroniques qui chauffent. Il a sous ses fesses quasiment ou dans le bas de son dos le réservoir, le moteur pas loin derrière. Il est posé sur une petite pompe. Ah oui, clairement. Et George Russell en feu rouge, les gommes tendres, ce qui va le plus vite normalement. Fernando Alonso également avec les gommes tendres qui sort là, il y a un pneu neuf, il va avoir une belle référence également. Bottas et Hamilton viennent de reprendre la piste également en pneus les plus tendres. Raikkonen qui nous a peut-être gratifié d'un petit tout droit à la source, en tout cas brièvement. Ah non, c'était secteur 2, donc non, ce n'était pas Kimi Raikkonen. Virage bossé, il faut après, il y a une énorme bosse, ça plonge, c'est dommage, on voit pas trop la télévision, c'est que la télévision souvent écrase énormément. Là on voit que ça descend là. Mais ça plonge énormément, à partir de ce droite, en fait, on est complètement en plongée, et la roue intérieure est délestée, il y a des bosses, là ça va très très vite encore une fois. Effectivement encore juste à la sortie. Et on va sur un faux plat qui remonte légèrement, ça monte, ça descend avec de nouveau cette descente et ce droite ici légèrement en dévers, ça descend bien, ce qui est en dévers d'ailleurs. Il faut bien être sur la rigole du vibreur à l'intérieur. Et puis là on est sur du plat jusqu'à l'arrivée du bus. Le bus va être légèrement monté sur les freins. Puisque l'on suit cette Williams, on va évidemment attendre le passage sur la ligne de George Russell. Et on écoutera juste après Jost Capito, le patron de Williams, revenir sur la très belle performance de ses pilotes en Hongrie, juste avant la pause estivale. Le chrono du Britannique au passage de Leclerc, que le ciel reste menaçant. 13e temps, 46-6 pour George Russell. Sous les yeux de toute l'équipe. Jost Capito, le patron de Williams, qui revient donc pour nous sur les résultats et les points inscrits par ses pilotes en Hongrie. It would be great to repeat this every weekend, but we were very happy with the result in Hungary. Pouvoir répéter ça chaque week-end. It was the On best était result évidemment for the team très heureux en Hongrie since d'avoir 2017. réalisé ce Everybody in résultat. the team is very happy, and it was great to have On this avait pu result réaliser ça depuis 2017, donc c'était vraiment formidable pour toute l'équipe. Juste avant la pause estivale, ça nous a apporté une grande motivation et ça va nous donner de la motivation pour la suite du championnat, la deuxième partie du championnat. Et pour toutes les courses qui arrivent, Jost Capito qui répondait à Manon David. Ils ont réussi un grand coup, puisque ça les a tout de suite propulsés devant Alfa Romeo au classement. 10 points donc au total maintenant pour Williams, cumulé sur cette seule épreuve, devant Alfa Romeo qui en a 3 et Haas qui attend de réussir à ouvrir son compteur de points cette année. Ça sera pas simple, de revenir là. Ce sera dur pour Alfa. C'est dur d'aller en chercher, il faut des opportunités, on n'a pas souvent en Formule 1. Allez, Hamilton gomme rouge, voiture réactive. Moins vite dans le premier secteur. Ça va être très vite dans le deuxième secteur, donc c'est passé quasiment à fond là dans le virage du coureur. Très beau deuxième secteur, vous pressentiez Franck
44,7, nouveau record de deuxième secteur pour Hamilton. Ah, il est en avance alors qu'il avait perdu plus de 5 dixièmes sur Alonso dans le premier secteur. Et Alonso qui prend presque une seconde dans le deuxième secteur par Hamilton. Ah, il y a vraiment deux typages de voitures. Cette fois, pas de gêne pour Hamilton sur ce dernier freinage. On rappelle qu'il a failli s'accrocher avec Nicolas Latifi ce matin, qu'on a eu peur parce que l'accident aurait été sûrement très, très lourd. Ils ont réussi l'un et l'autre à éviter ce crash. Hamilton qui signe un 1,44, oui, mais qui reste sans amélioration. Alonso le plus rapide dans le premier secteur, Hamilton dans le deuxième et Bottas dans le troisième. Hamilton reste à 31 millième. Pas mal Alonso, un P4 avec son 44.9, c'est plutôt pas mal avec ses petits gommes tendres. Belle référence en tout cas, surtout dans le premier secteur. Donc clairement on sait que Alpine a décidé de décharger la voiture, d'aller vite dans la ligne droite et de perdre un petit peu de temps au deuxième secteur. Donc forcément du budget il est un petit peu plus les pneumatiques. Faire un petit prépare tranquillement. Je peux dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette caméra dans le casque de Fernando Alonso. La terre entière des réseaux sociaux réagit à ce que l'on a vu. C'était en direct il y a quelques instants sur Canal+. Plein d'informations en plus sur le volant. Plein d'informations sur la façon dont conduisent les pilotes. Si on pouvait faire une caméra on-board comme ça pendant tout le Grand Prix, je pense que ça serait juste magnifique. Je pense que certains et certaines auraient le mal de mer rapidement. Mais je pense que toutes les écuries regarderaient parce qu'ils prendraient un maximum d'informations. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien qu'Alpine ait accepté parce qu'elle savait qu'en montrant ce plan de caméra, elle offrait toute la visibilité sur son volant aussi. Avec les chiffres de recharge, de manière dont l'énergie est distillée dans la voiture. C'est vrai que ça révèle des choses qui nous passionnent parce qu'à travers vous, Franck, eh bien, vous nous expliquez tout en détail ce qui se passe au volant. Mais il y a plein d'équipes qui se disent « Ah mais ce chiffre-là, il me plaît bien. Pourquoi ils font comme ça ?» Pourquoi ils ont ça? Enfin, on bloqué tranquille au milieu. C'est comme ça que Renault s'est fait attraper sur la répartition de freinage. Parce que sur un filming day, sur une journée de tournage promotionnel, eh bien, cette caméra embarquée, je ne sais plus si elle était dans le casque de Ricciardo ou au-dessus, en tout cas, on voyait sur le volant que la répartition de freinage changeait toute seule sans que le pilote intervienne. C'était très astucieux. C'était bien vu. C'était bien vu. Ça fait un moment qu'il travaillait sur ce système et qu'il l'utilisait. On leur a dit, finalement, non, faut pas faire ça. Regardez dans le règlement. C'est la ligne AB. Qu'est-ce que je vois là écrit là? Écrit non. Alors c'est non. On enlève ça. Tout prépa pour tout le monde. On a remis des gommes rouges. On fait un deuxième train en laser refroidi. En tous les cas, c'est clair qu'on va essayer de faire des temps. Allez, Ricciardo, il faut impérativement que ça commence à fonctionner, sinon ça va être très compliqué pour lui toute la saison. Ça va aller de pire en pire si ça commence pas à marcher. Casse les 6e temps. Il s'impose entre les deux, Aston Martin. Magnifique à cette compression dans le raidillon. Ah oui. Le châssis vient se poser par terre, on voit les étincelles. Heureusement qu'on a ces circuits, ces virages mythiques, parce que quelque part, à chaque fois qu'on voit une monoplace passer là, eh bien c'est la petite histoire qui s'écrit dans la grande histoire de la Formule 1. Et il faut ces références, ces moments d'anthologie, même si les pilotes vous disent que c'est simple à passer pour eux, ça fait partie des endroits hors normes. C'est vrai que c'est le virage le plus facile du circuit. Probablement. Parce qu'il passe à fond absolu, parce qu'il n'y a pas d'effort à faire, parce qu'il n'est pas physique, parce que c'est vraiment une ligne droite. Celui-ci est dur. Celui-là est très très dur. Celui-là, vous prenez pour rentrer dedans. Avant que vous passiez correctement. Celui-là, vous allez faire un paquet de tours. Il faut vraiment trouver le bon rythme. Et c'est vrai que c'est presque peinant quand on qualifie ce virage de simple, parce qu'il est tellement beau, il est tellement impressionnant de l'extérieur, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel d'avoir cette pente, cette montée comme ça absolument énorme, de se retrouver en fait à le passer de manière si simple, c'est peinant. C'est un virage qui s'est, on va dire,
qui est devenu presque droit au fil du temps. Il y a très longtemps à Spa-Francorchamps, c'était une vraie courbe, c'était une vraie beaucoup courbe plus prononcée. Les voitures aussi n'étaient pas capables de passer cette chose-là. Et sa forme a évolué. Sa forme a évolué, tout à fait. Alors que Daniel Ricciardo passe sur la ligne, j'en profite pour vous inviter à aller écouter le podcast de Canal+ sur la Formule 1 qui s'appelle Essai privé. Vous allez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute en ligne. L'histoire du circuit de Spa-Francorchamps est à l'honneur cette semaine avec ce Grand Prix de Belgique. Et c'est un des nombreux podcasts que vous découvrez au fil de cette saison. Il est sorti, il est disponible, ça s'appelle Essai privé au pluriel. Et j'ai le plaisir de vous accompagner par la voix dans l'histoire de ce tracé de Spa-Francorchamps. Verstappen qui est présent, ça y est en gomme rouge enfin, il annonce la couleur, il y a des nouvelles pièces sur cette voiture, on a travaillé sur le fond plan, on a travaillé sur l'aileron, on continue le développement de la Red Bull, ils veulent rien lâcher, ils l'ont un petit peu en travers de la gorge là, d'avoir perdu autant de points sur ces deux dernières courses. Il faut réagir, il faut impérativement reprendre la tête du championnat maintenant, il ne faut pas laisser partir Mercedes, même si la Red Bull a l'air d'être en position de force cette année par rapport à Mercedes. Il ne faut pas oublier non plus que les dominants, c'est bien Mercedes, qu'ils sont vite, ils sont forts. Et le meilleur temps. C'est beau. Une 44 472. Ça reste encore serré. Il n'y a rien. 41 millième. Il n'y a plus de 7 bornes et on a moins de. Eh oui. Ouais, un petit demi-dixième. C'est quasiment à 10 millièmes près les mêmes écarts de l'un à l'autre. Magnifique. Ils sont un peu moins bien dans le troisième secteur par rapport à Mercedes. J'adore ces images. Alors pas d'inquiétude, il n'y a pas le feu. On va rejoindre la risque de mort. C'est le refroidissement. Ça fait toujours des super photos. Ah oui. Stroll freine beaucoup plus tard. Oui. Il freine 7 mètres plus tard que Sébastien Vettel, avec une vitesse d'approche 1 km/h supérieure à Vettel. Mais on n'a pas la vitesse de passage. La vitesse de... Non. Ouais, c'est dommage. Si un virage se juge à ce qu'on en a en sortie. Ah oui, du coup là ça sert à rien du tout. Là on compare juste un freinage, mais effectivement, on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs entre Perez et Verstappen, Perez freinait plus tard, mais cassait beaucoup plus la vitesse au milieu de virage. Donc on sortait avec moins de vitesse que Verstappen. C'est à la sortie du virage qu'on mesure si ça a vraiment eu un intérêt de freiner plus tard. On compte les poules. C'est la sortie du virage qu'on compte les poules. C'est une nouvelle expression. Très bien, formidable. On la déposera rapidement. On va vous la piquer celle-là, c'est sûr. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. En fait, des cadeaux vous aujourd'hui. C'est la reprise, moi je suis heureux. Ben voilà, on est tous heureux de se retrouver pour cette deuxième partie de championnat. Et tout est à refaire. On observait l'évolution du classement de cette saison 2021. Lewis Hamilton a été leader sur les 4 premières épreuves de la saison, comptant même jusqu'à 14 points d'avance sur Max Verstappen. Et puis ensuite, avantage Verstappen à compter de Monaco. Il y a Ocon qui s'est mis dehors. Ah oui, pardon, j'avais les yeux tournés sur les tableaux. Sortie de tour. Alors, a-t-il touché? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème sur l'auto, mais attention, ça sort vite ici, on est en 8ème à fond. Ouais, c'est pas un endroit où il faut rester, voilà. Ça c'est sûr. C'est bien, inspection extérieure. C'est après Fagne. Ah, c'est après Fagne, c'est après la chicane, je pensais que c'était pour pardon. Ouais, donc c'est plus cool, mais bon quand même. It's okay, no damage. Pas de dégâts, dit Esteban Ocon à la radio, si ce n'est les pneus bien sûr. On va rentrer, on va checker. Ah oui, les pneus sont marqués. Malheureusement. Alors, il fait attention à ses rétros, à pas gêner les petits camarades. Là dans le cockpit ça tremble de partout. Ça tremble beaucoup, donc c'est toujours un peu gênant. Alors, la problématique c'est qu'on a cramé les pneus, donc on peut plus faire tour au tour. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas où on va se situer sur la grille, c'est un peu frustrant, on ne va passer qu'un seul train. Après, sur le papier, franchement, il n'y a aucun souci, il va pouvoir rentrer, on va pouvoir checker les pneus, on perd un petit peu de temps, mais tout va bien. Ah oui, sur l'accès. S'en sort pas mal parce qu'elle aurait pu reculer ou traverser. D'une main, il la récupère, c'est bien.
Ah, c'est bien sauvé là. Mais bon, c'est de longtemps sur les freins. Hein. Regardez les pneus là, aïe. Et heureusement qu'il garde le pied sur le frein parce que sinon il repart il l'avait dans le mur. Non, c'est très bien joué. Mais les pneus, c'est sur ce mort, il faut les prendre et les sortir. Mais bon, c'est mieux qu'une voiture cassée. C'est mieux, c'est certain. Un train de pneus à ranger. Et puis il y a toujours Fernando qui est là, qui a fait la performance avec le pneu, donc on connaît le temps. On sait à peu près ce que ça va donner. C'est pas grave de ne pas mettre son nom sur le papier. On en parle justement de Fernando Alonso en compagnie de Laurent Rossi, le patron, le PDG d'Alpine, qui nous parle bien justement de la manière dont ça se passe en ce moment avec Fernando Alonso. Et ça se passe bien. En fait, depuis le début de l'année, on sentait que Fernando était dans de très bonnes dispositions. On savait qu'il allait avoir un temps d'adaptation à la monoplace comme tous les autres pilotes. Il y aura zéro différence. Et on sentait quand même qu'il avait quelque chose d'assez intéressant en lui, un feu renouvelé finalement. Et lui-même disait, je me sens probablement à une des meilleures formes de ma vie. C'est pas juste des déclarations. Et il le montre là. Je pense que son combat à Budapest contre Hamilton pendant 11 tours a prouvé qu'il est l'un des plus grands pilotes qui reste sur le plateau, voire de l'histoire de ce sport. Dommage, hein, de la part de Laurent Rossi, le directeur général d'Alpine. Allez, c'est son meilleur temps, 11e, c'est loin. Hein. Ouais. C'est une seconde, remarque, c'est pas si loin que ça, mais... On va attendre Leclerc sur son tour rapide, lui aussi en pneumatique tendre. Leclerc, il n'est pas dans le premier secteur. Alors, le tableau de développement des monoplaces au fil de la saison. La référence calculée reste Red Bull avec un gain en performance d'un dixième de Mercedes sur les dernières épreuves disputées. McLaren, troisième force du plateau en performance face à Alpha Tauri et Ferrari. Ferrari qui est la seule écurie avec As, semble-t-il avoir perdu un petit peu d'efficacité, de performance. C'est évidemment largement décroché, qui pour autant n'est pas certaine de réussir à produire la voiture du siècle l'an prochain. Espérons quand même que tous les efforts consentis pour se maintenir à flot et essayer d'offrir à ses pilotes une bonne monoplace en 2022 ne soient pas vains. Oui, clairement, ce serait intéressant quand même qu'ils rejoignent un peu le pack. Ils n'ont rien dépensé cette année, j'espère que c'est quand même non pas pour économiser ou gagner de l'argent, mais vraiment pour investir pour l'année prochaine. A good vibration on these tires. Okay, copy. Have a look. Looks like front left. Des vibrations sur ce train de pneus relevé par Lewis Hamilton, ça viendrait du pneu avant gauche. Là aussi, les capteurs permettent à l'équipe sur les stands, dans les stands, de savoir d'où vient la vibration. Avec attention à l'amortisseur en général qui est bien, attention à Charles Leclerc dehors. C'est Charles Leclerc et il a tapé fort, Charles Leclerc. Au moment où on parlait d'un tour et drapeau rouge, la session est interrompue. Il est sorti à Malmedy. Il a tapé à Malmedy. Là où il s'était fait peur déjà ce matin. Aïe, il avait pris le carton jaune ce matin. Même endroit. Il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Dommage pour Charles Leclerc. Séance interrompue, on voit ce qui s'est passé. Alors ça c'est les combes. Et arrive le virage de Malmedy ici. C'est avant. Pas de bol. Oh non. Il la chiffonne. Il la chiffonne bien. Ouais. C'est dommage parce que... sur l'axel, mais non. Regardez sur l'axel ici, hop, il la perd. Il va même pas sur le vibreur, il la perd vraiment. Il est trop gourmand en fait. Trop gourmand, il en met trop tout de suite. Et là encore en appui. Les pneus ont refroidi dans la ligne droite. Puis il vient lécher les pneus. Il a rayé là. Autant il avait eu un petit peu de réussite sur son sauvetage ce matin après ce virage. Il touche le vibreur intérieur, ce qui amène un peu d'avant, un peu plus, qui donne un peu plus de contrôle au train avant. Il a léché juste la rigole du vibreur. Ça donne un peu plus de force au train avant, l'arrière se décale et ça part. Dommage sur cette sortie de piste. Dommage, parce qu'il y avait du travail là pour Ferrari. Ils sont loin. Il fallait impérativement essayer de capitaliser sur cette séance. Il reste encore 15 minutes. Il aurait fallu pouvoir rouler. Il perd un gros quart d'heure de séance, mais surtout de la confiance. De la confiance, et puis dans l'absence,
N'oubliez pas que Carlos Sainz là fait une entrée en matière plutôt exceptionnelle. Il est en train de devancer Charles au championnat. Charles, c'est le leader de cette écurie. Ils ont fabriqué cette voiture pour lui. Donc il va falloir montrer un peu les crocs. Il va falloir essayer de revenir un peu au niveau. Alors je sais que les deux pilotes s'entendent très bien. Je sais aussi que pas d'animosité, que tout le monde travaille pour avoir une bonne auto. Oui, mais pour un team qui veut jouer le titre mondial dès l'an prochain sur les nouvelles voitures, ce sera une autre. Pas la première fois que Charles fait des erreurs cette année. Ah, dommage. Très malheureux évidemment au départ du Grand Prix de Hongrie, totalement victime du freinage raté de Lance Stroll. Mais c'est ce qui a aussi permis à Carlos Sainz de prendre l'avantage au classement du championnat du monde face à son coéquipier. Voiture donc bien chiffonnée là pour Charles Leclerc. Hamilton, on l'a vu, était prêt à sortir des stands quand le drapeau rouge a été agité. Donc les mécaniciens sont venus le chercher pour pousser la voiture et la ramener à son stand. On revoit depuis sa caméra embarquée Franck. Il va poser des pieds sur le frein. Regardez bien la roue avant gauche qui va venir clipper légèrement le vibreur à l'intérieur. Pas ici, mais maintenant. Regardez à gauche, hop, il va venir toucher le vibreur, ce qui donne un peu de puissance, un peu de force quand même au train avant lorsqu'on fait ça. Et tout de suite, hop, l'arrière décroche en même temps. Ah, c'est frustrant. C'est quelques il en tape sur le volant. L'écart, elle était pas fort à la sortie. Il souvient en fait pas mal, hein, mais quand même. J'ai l'impression qu'il tire sur le volant aussi. Ce qui l'emmène sur le vibreur à l'intérieur. Il l'emmène. Il a failli la récupérer. C'est passé proche. Il a failli la récupérer. Si c'est le goudron, il la récupère, mais avec l'herbe, elle est partie droit. Bon, bah tant pis. Il n'y aura pas beaucoup de boulot, ils vont la réparer facilement. Et demain, il sera d'attaque. Alors on va sortir la voiture et la séance va pouvoir repartir. Garer l'engin, ça c'est bien qu'à chaque fois qu'il y a un carton comme ça, ils mettent un drapeau rouge. Au moins sécurité avant tout. Que ce soit pour les marshals, pour les commissaires, c'est très bien. Le chrono continue de s'égrener. Les pilotes repartiront sans doute pour une petite dizaine de minutes de séance. On en profite pour vous rappeler que demain sur nos antennes, sur Canal Plus Sport, vous vivrez la première course de F3 du week-end en compagnie d'Antoine Arlot et de Morgane Caron dès 10h05 sur Canal Plus Sport et puis sur Canal Plus à compter de 11h40. Dernière séance avec le petit clin d'œil d'Esteban Ocon qui va bien. Dernière séance d'essai libre pour les Formule 1, 11h40 sur Canal+. La qualification également sur Canal+, à partir de 14h40. Et puis les W Series à partir de 16h15. La course des W Series, 17h55. La F3 sur Canal+ Sport pour la deuxième course qui se disputera demain. Coéquipier de Mick Schumacher, Nikita Mazepin, qui ce week-end bénéficie d'un nouveau châssis. Il s'était un petit peu plaint du poids de son châssis qui selon lui pouvait créer des différences en termes de comportement et peut-être de performance chronométrique. Eh bien, à compter de ce week-end, Nikita Mazepin a un châssis, semble-t-il, légèrement plus léger. Il est resté dans la cahute. Là, Charles Leclerc, il n'a pas envie, ou il attend son taxi. Simplement un taxi pour éviter d'avoir trop de monde autour. Et de digérer sa frustration. On peut comprendre qu'à ce moment il s'en veuille. Ça doit certainement beaucoup l'agacer qu'au moment d'attaquer un peu, bien la voiture soit assez instable. Ouais, la séance repartira pour 10 minutes, dans moins d'une minute maintenant. Les drapeaux verts seront agités, la voiture est en sécurité. Allez, comme jaune maintenant. Pour la Red Bull, je pense que ça va partir pour essayer de faire une 8-7 tours en fait d'endurance pour essayer de voir un petit peu la dégradation du pneumatique. Ouais, c'est ça, on est parti sur les deux sets de pneus différents. Sur la Red Bull, c'est exactement ce qui va se passer. On va partir justement pour faire une petite comparaison facile sur les pneumatiques. Un pilote va partir sur du tendre, l'autre pilote va partir sur le médium. Et puis on va envoyer 6 tours d'affilée pour voir un petit peu la dégradation du pneu, voir un petit peu ce que ça donne, et puis comparer ensuite le temps et les impressions du pilote. L'heure de pointe à Spa-Francorchamps. Et le feu vert qui voit Pierre Gasly, le premier prendre la piste devant Yuki Tsunoda, suivi par Esteban Ocon. Not
quite the position I had in mind. Apologies about that. Yeah, I was going to say. You were going to say something I think like I'm like first or second in the queue. Yeah. Nailed it. Bon, ils ont de l'humour au moins chez McLaren puisque l'ingénieur s'excuse de ne pas avoir réussi à envoyer son pilote. Il espérait le mettre premier ou deuxième dans la file. Ils sont dernier et avant-dernier. Non, il reste encore quelques voitures derrière eux. Mais voilà, concrètement, on s'est raté. J'aime beaucoup cette ambiance qu'il y a chez McLaren et qui a apporté Lando Norris. Oui. Cette année, il a beaucoup changé parce que je crois que l'année dernière, en fait, il a subi pas mal de critiques. Il passait un peu pour le clown de service du paddock. Et c'est pas parce qu'on était contracté qu'on n'est pas travailleur. Ça, c'est vraiment un truc qui est important. Il essaye de dealer avec ça parce que c'est très difficile. On retrouve la caméra embarquée sur la procédure de départ. On a le régime à 11 002. Ils sont en train de donner toutes leurs infos là chez Alpine. Alors, on charge tout de suite sur un tour de sortie. Tour de sortie, donc on charge les batteries. Vous voyez, on sort direct, on est à fond. Ouais. Et oui, c'est des gens qu'on pouvait ressentir. En fait, le Lando Norris, c'était un jeune garçon plein d'humour, rigolard, etc. Mais ça manquait un petit peu de sérieux. Et malheureusement, le sérieux, il l'avait. Ça n'a rien changé au tableau. Il ne travaille pas plus maintenant. Il travaillait déjà énormément. Mais cette dilettante, en fait, passait mal. Et c'est vrai qu'en sport automobile, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre d'avoir un look un peu différent ou d'être un peu nonchalant. Ça passe absolument pas. Il y a des investisseurs, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Alors c'est comme ça, c'est critiquable ou pas, mais en tous les cas, c'est la règle. Et cette année, il s'est attaché énormément à moins faire de blagues, à moins rigoler. Mais par contre, dans son équipe, à l'intérieur même de chez McLaren, il a gardé cette attitude, il a gardé qui il était. Et il y a une super entente, en fait, super ambiance. Ça reste un jeune homme, un très jeune homme. Donc voilà, les rapports sont amicaux et sont joviales. Et c'est comme ça que ça marche. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on rigole qu'on ne peut pas bosser. Bien résumé. Mais il fait beaucoup de bien, effectivement. Grande fraîcheur à la F1, à l'écurie. On se réjouit effectivement de voir cette génération de pilotes. Verstappen un peu plus âgé qu'eux, mais les Leclerc, Norris, Russell. Ils se connaissent tous en fait. C'est des pilotes ils partent en vacances ensemble. Donc, en fait, c'est tout cool. Après, ils partent ensemble. Il y a ces groupes de pilotes là, comme Pierre Gasly, etc. Vous voyez bien, Pierre qui est en vacances, il était avec Norman Mato. Il n'est pas en Formule 1, mais c'est un pilote qui a gagné en Formule 1 aussi. C'est ces pilotes aujourd'hui qui vivent de ce sport, qui aiment ce sport et qui n'ont pas de problème à passer du temps ensemble parce que ils sont pilotes, c'est tout. Et puis si je te bats demain, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas manger ensemble après-demain. Ça n'a rien à voir. Max Verstappen qui n'aura travaillé que sur de la gomme médium dans cette séance. Il a fait un temps en rouge. Son temps il est en rouge. Non Il m'a semblé voir avec le rouge. Dans nos statistiques, ils nous n'ont pas remis que le pneu rouge. On a eu le drapeau rouge, mais pas le pneu rouge. Là, on va faire clairement un test de comparaison. Il y a Alpine qui le fait. Magnifique. Il va falloir que j'aille voir ST maintenant pour qu'il m'explique tout ce qui se passe sur le volant. Maintenant j'ai des informations. On va faire des captures d'écran. Et on voit la barre à gauche du volant qui remonte sur les freinages, c'est la charge. Et cette petite jauge à gauche de l'écran de volant qui descend à mesure que l'énergie est consommée. Encore une fois, le raidillon, c'est Mach 12. Ça va vite, on se rend compte de la vitesse, j'ai l'impression quand même. Bien sûr. Et vous voyez la jauge qui descend et
qui va remonter légèrement au freinage. Voilà, sur les freins, on recharge un petit peu. On peut s'apercevoir que ça descend plus vite que ce que ça charge. Ah oui, oui, malheureusement pour eux, oui. C'est gourmand. Hein. Ouais, oui. Fernando, arrête de mettre des coups de volant, on voit pas. Et vous nous demandez souvent si le halo gêne les pilotes. Bah regardez, quand vous projetez loin devant, vous ignorez le montant du halo. Ah, c'est fabuleux. On est vraiment à l'intérieur, on est derrière la visière et tout. Hein, ah oui, oui. Alors, on est légèrement à gauche de son casque. C'est pas centré, mais... Ouh là là, il avait eu la vivre en live, celle-là. Ah oui. Au même endroit que Esteban Ocon tout à l'heure. Vous avez entendu, le fond plat quand il touche par terre, ça aime pas trop. On voit beaucoup que la voiture est survireuse, qu'elle glisse un petit peu. On voit beaucoup Fernando essayer de contrôler cette dérive. Allez, on va changer un petit peu le couple. On va changer le couple. Alors le couple, c'est pas tout le temps uniquement le couple. La balance aussi de frein. On va changer un peu la balance de frein. Ouais, on est passé à 2% sur l'avant. Et le différentiel en entrée, puis en milieu. Bon, bah tiens, on a loupé le frein. Pas mal de patinage, vous avez vu, hein, Verstappen qui a provoqué le drapeau jaune et qui semble être à l'arrêt à Malmedy. Attention en cette fin de séance, Verstappen. Oui, il a tapé Verstappen. En tout cas, il a cassé. Là, c'est vous voyez la Ferrari qui est derrière, la 16. Oui. Et bien juste 50 mètres après, mais non, il y a la Red Bull. Il a pris le panneau qu'avait réussi à éviter tout à l'heure. A terminé drapeau rouge. Oh oui, c'est plié. Hein. L'arrière droit a plié. Il a tapé dans l'autre sens en fait. Ok. Eh ben. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, petit tête à queue, en fait, il a pas tourné complètement, il a dû taper l'arrière droit. Ah, il y a un fond plat aussi. J'ai perdu l'arrière, dit Max Verstappen, avec ce qui est toujours ennuyeux, c'est les dommages sur le train arrière. Alors la boîte de vitesse, c'est celle utilisée uniquement le vendredi, c'est pas la boîte de course du samedi et dimanche, mais c'est jamais bon. La séance ne repartira pas. Nous étions à 2 minutes, un peu moins de 3 minutes au moment de l'accident. Et la séance ne repartira pas. C'était surtout une board dans le casque de Fernando. C'est vrai, on n'est pas. Il aurait pu attendre la fin du tout. Bon, sans dommage pour le pilote, c'est essentiel. Ah oui, oh là, plus de grille. Oh, c'est pas cher payé. C'est pas trop cher. Non, il aurait pu frapper bien plus fort. Là, il a glissé, il a fait un demi-train. Oh oui, ouais, elle lève. Hein. Ouais, putain, il la perd très tôt quand même dans le virage, pardon. C'est venu comme ça. Voilà. Il la perd très très tôt, c'est très étonnant en fait qu'il la perde aussitôt. Il la perd vraiment sur le changement d'axe lorsqu'on lâche cette image. Hop là, je suis plus pour toi. Je vais changer de t-shirt. Regardez ici dans le droite, lorsqu'il va juste changer d'axe, ici il lâche le pied d'accélérateur, il remet, elle part. Ah oui. Puis là, il y a pas, elle prévient pas. Ah, c'est fini. Elle prévient pas. Elle fait pas une petite glisse, en plus elle y va franchement. Mais il a rien fait le sponsor, il dit pour rien. Je peux pas te laisser sur ma voiture. Ah oui, il y en a partout. Hein. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a là sur la piste, les 24 heures du Mans, quand ça roule, et ben les pilotes continuent à rouler là-dedans. Il n'y a personne qui vient pour passer un coup de balai. C'est pour ça que souvent, vous voyez des casques ou des voitures à l'arrivée des 24 heures qui sont complètement fatigués. Et c'est souvent à cause de ça. Vous savez pourquoi il sera champion du monde cette année? Dites-moi. Parce qu'il a tapé le panneau à bientôt à Montréal. Donc c'est le mur des champions, mais en Belgique. J'ai l'impression que c'était ça la pub. À bientôt à Montréal. Mais ou c'était peut-être à bientôt à Bougival. Il y avait un truc en râle à la fin. En tout cas, il laisse là sa voiture. C'est l'une des medical cars du circuit qui va se proposer de le rapatrier. Ils vont essayer d'abord d'ouvrir la porte. Voilà, ça y est. Ah, il a repeint le sol. La piste. Ah oui. Et c'en est terminé donc de cette séance d'essai libre dont il va conserver le meilleur temps, Max Verstappen, mais avec une fin un peu moins heureuse. Alors, les comparaisons de temps, cette fois-ci, on additionne les meilleurs secteurs de chaque pilote, même si ces secteurs n'ont pas forcément été réalisés dans le même tour. Et ça nous donne ce calcul pendant la deuxième séance d'essai libre d'un temps idéal pour Hamilton qui serait le plus rapide, devant Valtteri Bottas à 2 dixièmes, Verstappen quasiment dans le même temps que Bottas. Ce sont donc les meilleurs tours.
Oui, c'est ça, bientôt à Montréal. Et ben, on espère retrouver Montréal bientôt au calendrier de la Formule 1. Ça fait partie des circuits qui nous manquent, comme le Japon nous manquera cette année également. Suzuka qui ne sera pas au calendrier. Suspension bien pliée, arrachée même. Doucement sur l'aileron arrière. Cuir banane.